Eh bien, bonjour à tous ceux qui arrivent dans notre nouveau webinaire. Aujourd'hui, nous sommes sur la thématique agroécologie et donc nous allons parler d'un sujet portant sur le lien entre biodiversité et pratiques agricoles, puisque c'est sur la thématique de la lutte biologique par conservation, le rôle des habitats semi-naturels. C'est bien ça, Antoine, hein? C'est ça. Voilà. Et donc, bon, on va vous laisser enfin, 1 ou 2 minutes il est à peine 13 heures pour que le public arrive au fur et à mesure. Et donc, merci en tout cas à tous de participer. Alors, aujourd'hui, nous devrions être assez, voire très nombreux, donc, puisqu'il y a près de 380 inscrits, je crois. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir à la fois un enseignant-chercheur sur la thématique, une ingénieure du développement d'une chambre d'agriculture et une enseignante de lycée agricole. Et donc, on a une belle diversité à la fois de fonctions, mais aussi de genre, puisque on a les deux genres, le genre masculin et féminin représenté. Donc, je vais j'accueille Antoine Gardarin, donc, qui est enseignant-chercheur à AgroParisTech, Sistine Leral, qui est ingénieure du développement à la Chambre d'agriculture d'Île-de-France, et puis Anna Polier, qui est enseignante depuis peu de temps au lycée agricole de Neubourg, donc dans l'Eure, et qui était auparavant effectivement à Chartres. Et dans la communication, on a fait de la publicité pour Chartres et non pas pour Neubourg. Et donc, merci à la direction du lycée agricole de Neubourg de nous excuser. Donc, on va pouvoir démarrer dans quelques secondes. Et avant, donc, je vais proposer à Antoine de mettre sa présentation en partage d'écran. Et je vous donne quelques éléments d'information sur l'usage des deux petits outils que l'on met à disposition pour pouvoir interagir avec nous. Le premier, c'est donc vous avez en bas de votre écran le chat qui nous sert alors soit à donner des informations, soit alors, par exemple, il y a quelqu'un qui a dit bonjour, Émile Coquet qui a dit bonjour. Donc, vous pouvez dire bonjour, mais pas trop parce que vous êtes nombreux, donc pas trop de. On sait que vous êtes là. Moi, je vous donnerai quelques informations et si vous avez des soucis techniques en particulier ou autres, ben, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Je verrai si je peux régler le problème. Et surtout, l'autre outil d'interaction, c'est l'outil QR. Bon, je le rappellerai dans le chat pour ceux qui ne sont pas encore arrivés. Mais dans l'outil QR, c'est questions et réponses. Et donc, dans cet outil-là, c'est là où vous pouvez, dans cette rubrique, vous pouvez poser vos questions et les poser au fur et à mesure des interventions, de manière à ce que je puisse, moi, les repérer, les trier et du coup, surtout comme vous allez être nombreux, de pouvoir faire un retour auprès des intervenants pour qu'on puisse répondre au maximum des questions qui sont posées. Donc, comme je vous disais, on est nombreux, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On devrait pouvoir y répondre après les 3 interventions. Nous allons pouvoir démarrer puisqu'on a attendu la minute d'installation et je laisse donc la parole à Antoine Gardarin pour démarrer ce webinaire. Et donc, bon webinaire à tous. Merci. À toi, Antoine. Bonjour. Donc, nous allons aborder dans cet exposé la lutte biologique par conservation. Donc, je vais commencer par donner quelques exemples de résultats récents de travaux de recherche. Ensuite, Sixtine Leral donnera des exemples comment les habitats semi-naturels qui peuvent favoriser la lutte biologique par conservation peuvent être déployés auprès des agriculteurs. Et Anna Polier abordera comment cette thématique est abordée dans l'enseignement agricole.
Donc, la lutte biologique par conservation, c'est une forme de lutte biologique qui consiste à adopter des pratiques et à mettre en place des aménagements qui vont favoriser la biodiversité spontanée, la biodiversité indigène dans les milieux agricoles et qui vont permettre des mécanismes écologiques tels que la régulation des bioagresseurs, notamment des ravageurs, par prédation et par parasitisme. Elle est très pertinente pour des cultures. Alors, la plupart de nos exemples vont s'adresser aux grandes cultures, mais pour des cultures comme le colza ou comme les légumineuses qui reçoivent beaucoup de traitements insecticides. Et puis, même maintenant, les céréales, depuis qu'il n'y a plus de traitements néonicotinoïdes, les problèmes d'insectes sur certaines cultures redeviennent plus prégnants qu'ils ne l'étaient auparavant. On parle de bandes enherbées, de bandes fleuries, d'habitats semi-naturels. Voilà, on s'est accordé pour le titre sur habitat semi-naturel. Mais en fait, il y a différents types d'habitats qui sont actuellement utilisés, qui peuvent favoriser différents types de biodiversité. Et souvent, ces habitats-là répondent à des objectifs très, très, très ciblés. Donc, on va parler souvent de bandes enherbées ou de bandes tampons qui vont, par exemple, être obligatoires à proximité des cours d'eau pour éviter des problèmes de pollution des cours d'eau aux produits phytosanitaires ou aux nitrates. Donc là, souvent, c'est des bandes qui sont parfois intensément gérées, semées avec des mélanges de graminées légumineuses. Quand on parle de bandes fleuries, tout le monde pense souvent à ce qui est représenté ici sur la photo, où finalement le choix des plantes, il est souvent orienté sur des aspects esthétiques. Il existe différents types de bandes ou d'habitats pour favoriser les pollinisateurs, le gibier, la faune sauvage. Par exemple, ici, un mélange de facilis qui va surtout favoriser les abeilles domestiques. Mais finalement, dans ces différents aménagements, leur composition et leur gestion ne sont pas forcément réfléchies pour favoriser les auxiliaires, c'est-à-dire les prédateurs, les parasitoïdes des ravageurs des cultures. On sait que ces auxiliaires et que la régulation qu'ils peuvent apporter peuvent répondre à des leviers paysagers, à la quantité d'habitats semi-naturels dans le paysage, mais ce n'est pas forcément des leviers gérables directement par les agriculteurs, alors que l'implantation d'une bande fleurie, d'une bande enherbée, ou plus généralement, la gestion des habitats semi-naturels autour des parcelles peuvent être favorables à ces auxiliaires, pourvu que ces habitats soient réfléchis pour leur être favorables. Et donc, ce dont ont besoin les auxiliaires, la plupart, par exemple, pour tous les insectes volants, souvent, ils ont besoin de ressources en nectar, qui est une source d'énergie, en pollen, une source de protéines. Ils ont des cycles selon les espèces. Certains volent très tôt au printemps, du mois de février, puis certains jusqu'à l'automne, jusqu'en octobre. Donc, en fait, ils vont avoir besoin de ressources alimentaires toute l'année, y compris, par exemple, la présence de pucerons pour les auxiliaires ou pour les prédateurs spécialisés sur les pucerons. Ils ont besoin d'habitats, c'est-à-dire de lieux pour passer la saison défavorable. Alors, ce n'est pas uniquement l'hiver, ça peut être aussi l'été. Quand il fait chaud et sec et que les champs sont moissonnés, avoir des conditions fraîches ou un microclimat frais et humide à proximité des champs, ça va être aussi intéressant. Et puis, ils ont besoin d'habitats qui ne sont pas perturbés en même temps que la culture. C'est-à-dire des zones, par exemple, qui ne vont pas être fauchées en même temps que les champs ont été moissonnés, comme ça peut être le cas en été. Et donc, ce que je vais vous montrer, ou ce qu'on va aborder, c'est comment finalement la composition de ces bandes est très importante pour que ces bandes puissent être aussi réfléchies pour favoriser la santé des cultures. Et la plupart de nos exemples vont concerner la santé envers les ravageurs. Alors, dans les bandes enherbées, classiquement, on va souvent trouver des mélanges à base de graminées et de légumineuses, avec des exemples de sainfoin, de lotier, de trèfle. Dans certaines bandes à visée esthétique, on va trouver de la bourrache. Ces plantes-là, elles sont souvent implantées dans les bandes fleuries parce qu'elles ne sont pas chères, parce que c'est des espèces qui sont déjà produites, parce que c'est des espèces qui sont utilisées sur le plan fourrager, qui sont souvent recyclées, des fois dans des mélanges de bandes fleuries. Mais ce type de fleurs, notamment tout ce qui est légumineuse, la forme de la fleur, la configuration fait que finalement un nombre très limité d'insectes est capable de se nourrir sur ces fleurs-là. Et ça va être souvent les abeilles domestiques, les bourdons, les insectes qui ont des langues suffisamment longues. Ce sont les seuls qui vont être capables d'aller chercher le nectar sur ces fleurs-là. Et finalement, ça ne va pas forcément être les prédateurs des ravageurs des cultures, ni les micro-guêpes qui sont capables d'aller parasiter les insectes qui s'attaquent aux cultures. Voilà. À l'inverse, les fleurs qui vont vraiment permettre aux prédateurs, aux insectes prédateurs et aux parasitoïdes de facilement accéder au nectar des fleurs, c'est les plantes, par exemple, de la famille des ombellifères ou des apiacées, ou un exemple ici, le sarrasin, des plantes qui ont soit très peu de pétales, ou alors pas de pétales du tout, ou des corolles très ouvertes,
et pour lesquels le nectar il n'est pas enfermé dans une corolle et le nectar est facilement accessible. Ce type de fleurs-là peuvent être visités par une très grande diversité d'insectes, hein, donc comme ici des exemples de cirfes, prédatrices de pucerons, mais c'est aussi le cas pour toutes les micro-guêpes qui parasitent un peu tous les ravageurs des cultures. Un autre exemple de famille botanique très intéressant, c'est toute la famille des composés, hein, ou des astéracées, où finalement le nectar il est produit dans les fleurs en tube, et en fait l'accessibilité du nectar dépend complètement de la profondeur des fleurs en tube, qui fait quelques millimètres, et selon la profondeur du tube floral, eh ben, les insectes peuvent se nourrir ou pas se nourrir. Et il y a toutes les combinaisons possibles parmi ces espèces-là. Mais c'est vraiment important, voilà, de prendre en compte cette composition en espèces. Et donc, dans nos travaux de recherche, on cherche à voir, d'une part, à quantifier sur le plan opérationnel la contribution que les bandes fleuries peuvent apporter à la régulation des ravageurs en grande culture. Et donc là, j'ai mis en gras quelques mots-clés sur mes travaux de recherche, c'est-à-dire qu'on regarde la régulation de communautés de ravageurs. On ne cherche pas à optimiser la composition d'une bande pour gérer un ravageur d'une culture bien précise. L'idée étant plutôt qu'à l'échelle d'une parcelle, on a une rotation de culture et donc il faut essayer de voir comment on peut traiter de l'ensemble de ces insectes-là. Et puis, on cherche aussi à se poser la question, finalement, à quel point il faut de la diversité, quel degré de biodiversité il faut rechercher dans ces habitats-là pour favoriser les régulations des ravageurs. On s'attend beaucoup, et on a beaucoup d'hypothèses sur le rôle de la diversité fonctionnelle, c'est-à-dire la diversité des dates de floraison, la diversité des ressources apportées. On s'attend à ce que ça favorise une diversité d'insectes et que ça permette de gérer, de contrôler une diversité d'insectes qui peuvent s'attaquer aux cultures. On s'attend aussi, par exemple, à ce que la diversité des dates de floraison permette de nourrir les insectes sur toute l'année, que la diversité des hauteurs de plantes ou la diversité des strates soit aussi plus à même de favoriser une diversité d'insectes. Et donc, on peut avoir beaucoup d'hypothèses sur l'importance de la diversité fonctionnelle. Pour autant, peu de travaux ont cherché vraiment à montrer à quel point il en faut et à quel point des mélanges plus ou moins diversifiés sont intéressants. Et donc, c'est ce qu'on a cherché à faire dans des expérimentations les années précédentes à Grignon où je travaille. Donc, sur cette photo, voici un exemple de bande fleurie au mois de février-mars, plutôt en mois de mars, à forte diversité fonctionnelle. Donc, pour moi, un mélange qui a une forte diversité fonctionnelle, ce n'est pas forcément un mélange qui est plein de couleurs et plein de fleurs et très joli à voir de manière immédiate, mais c'est un mélange où on a quelques pâquerettes, quelques pissenlits en fleurs, qui sont en fleurs dès le mois de février-mars et qui va nourrir les tout premiers insectes qui se réveillent à la sortie d'hiver. Quelques plantes en fleurs, ici du glycoma, des plantes sauvages. Le glycoma foliaire qui est très visité par les premiers insectes qui volent au printemps, des plantes en touffe. Ici, on peut avoir de la tanésie ou du sainfoin dans lesquelles les insectes peuvent se protéger du froid en hiver ou des conditions trop séchantes en été. Donc, les bandes ou les mélanges sur lesquels on travaille, ce n'est pas des mélanges commerciaux ou des espèces de graines qu'il faudrait ressemer tous les ans avec des espèces annuelles, mais on s'inspire beaucoup quand on les sème. En fait, on se base on implante des espèces spontanément présentes dans les bords de champs, des espèces indigènes dont les semences sont produites localement, et puis des espèces pérennes. Donc, on sème le mélange une fois pour toutes, et puis ensuite, c'est entretenu, c'est géré comme n'importe quel habitat semi-naturel, comme un bord de champ. Alors, dans nos travaux, on a cherché à comparer différents mélanges les années passées, qui étaient contrastés en termes de nombre d'espèces semées, en termes de diversité fonctionnelle, faible à élevée, et donc, comme je le disais, des espèces indigènes, majoritairement pérennes. Et puis, on a suivi la variation au cours du temps de la diversité fonctionnelle dans ces mélanges. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur la manière dont c'était construit. Cette diversité fonctionnelle, on avait plusieurs types de mélanges qu'on a suivis. Donc, les résultats, ça donne ça, mais je vais simplifier la présentation des résultats. Ce qu'on observe, c'est que quand on sème des mélanges diversifiés, on perd de la diversité dans le temps parce que toutes les espèces ne sont pas adaptées à persister sur le long terme dans des bandes fleuries. Il y a des espèces qu'on a semées qui n'étaient pas adaptées, donc on en perd un peu au cours du temps. On comparait des mélanges à diversité fonctionnelle initialement faible ou élevée, donc on voit que selon ce qu'on sème dans les mélanges, on va le retrouver dans ce qui s'exprime réellement au champ. Et un résultat intéressant, c'est que en fait, la variation de la diversité fonctionnelle au cours du temps dépend beaucoup du nombre d'espèces qui sont semées dans les mélanges. C'est-à-dire que quand on a au départ des mélanges à forte diversité fonctionnelle, si on en sème très peu, par exemple 9 espèces au départ, il suffit que quelques espèces germent mal, quelques espèces ne soient pas adaptées au type de sol, et puis quelques espèces sont peu compétitives et sont peu adaptées à persister sur le long terme. Très vite, on a des mélanges qui vont fortement s'appauvrir et qui, sur le plan fonctionnel, au bout de quelques années, seront très pauvres et très peu intéressants vis-à-vis des insectes. À l'opposé, plus on met d'espèces,
et pour les espèces qui étaient les mélanges qui étaient les plus diversifiés, finalement, c'est les mélanges qui vont rester fonctionnellement diversifiés le plus sur le long terme. Et donc là, ce qu'on a observé dans nos résultats récents, c'est que plus on sème d'espèces, en fait, c'est un gage, c'est une assurance pour avoir des mélanges qui sont stables sur le plan pluriannuel et qui vont vraiment apporter une diversité fonctionnelle vis-à-vis des insectes sur le long terme. Donc ça montre à quel point la diversité en espèces semées est vraiment importante. Ensuite, on a suivi la capacité de ces mélanges à favoriser le contrôle biologique dans la culture à côté. Alors, sur les pucerons, c'est facile à montrer. Il y avait déjà eu beaucoup de travaux par le passé et on sait qu'en gros, quand on regarde en face d'une bande fleurie, par rapport à des témoins ou des parcelles témoins ou des modalités témoins sans bande fleurie, en face des bandes fleuries, selon les cultures, on a entre 30 et 70% de pucerons en moins à 5 ou à 20 mètres des bandes. Et ça a déjà été assez bien démontré. La régulation biologique, elle fonctionne assez bien sur les pucerons. Et puis, on a fait la même chose sur d'autres types d'insectes qui ont été beaucoup moins étudiés. Je pense par exemple ici aux bruches qui s'attaquent aux légumineuses, par exemple aux pois, aux févroles, aux lentilles. Et on a pu aussi constater qu'en face de bandes fleuries, on a des taux de… Alors là, ce n'est pas le taux de parasitisme des bruches, donc c'est la régulation des bruches par des microguêpes qui parasitent ces bruches. Ce n'est pas les dégâts, c'est la régulation des bruches. Ces bruches sont beaucoup plus parasitées en face de bandes fleuries par rapport à quand on est à proximité immédiate d'un témoin qui n'est pas la bande fleurie sur notre parcelle expérimentale ou sur d'autres parcelles adjacentes sur bande fleurie. On voit qu'on a un effet positif des bandes fleuries sur la régulation de ces ravageurs-là. Ça ne veut pas dire pour autant que de manière immédiate, il y aura moins de dégâts sur la culture ou que le rendement sera le plus élevé, parce que la régulation, dans bien des cas, elle intervient trop tard, notamment dans le cas de tous les coléoptères, comme les bruches. Le dégât est déjà fait sur la culture. Donc, le fait d'avoir un bon parasitisme ou un taux de parasitisme élevé, ça veut dire que, en fait, de cette parcelle-là, elle va moins contribuer à la réalimentation de la quantité de ravageurs pour les années suivantes. C'est-à-dire que de cette parcelle-là, en fait, il ne sortira pas des bruches, mais il sortira des microguêpes parasitoïdes. Et donc, dans les parcelles adjacentes, l'année d'après, il y aura un potentiel de ravageurs plus faible. Mais de manière immédiate, le dégât a déjà été occasionné sur la culture. Et en fait, ce qu'on observe sur les bruches, alors, selon les bandes fleuries, on comparait différentes bandes fleuries, en fait, on a une variabilité de l'effet. Et cette variabilité, je ne vais pas avoir le temps de le présenter, mais ça s'explique complètement par la composition de la bande fleurie. C'est-à-dire que ce qui va faire que les bandes sont plus ou moins intéressantes, c'est la quantité de plantes en fleurs au moment où volent les microguêpes qui parasitent les bruches, la quantité de plantes en fleurs qui sont en fleurs au bon moment, qui font du nectar, et dont la forme de la fleur fait que le nectar est accessible. Et donc, en fait, plus on a des plantes en fleurs avec du nectar accessible au bon moment, au moment où volent les microguêpes parasitoïdes, c'est ça qui va faire qu'on va avoir un taux de parasitisme qui va tendre à être le plus élevé. Et en fait, on observe la même chose pour d'autres insectes qui s'attaquent aux colzas, comme les altises, les méligètes et les charançons. Donc voilà, je suis passé un peu vite sur les résultats, mais du coup, voilà, il y a cette diapositive de texte qui résume un peu nos principaux résultats des dernières années, où on voit que les bandes fleuries, elles ont souvent des effets assez fréquents sur les pucerons, d'ampleur assez importante sur les céréales, d'ampleur intermédiaire sur les légumineuses, et puis par contre sur colza, par exemple, les pucerons cendrés du colza, on voit que ça ne fonctionne pas. Et en fait, plus que la présence-absence d'une bande, ce qui va beaucoup jouer finalement, c'est la quantité de ressources florales dans l'habitat. Et plus il y a des plantes qui sont en fleurs au bon moment, dont la forme de la fleur fait que l'insecte peut aller chercher le nectar, c'est surtout ça qui va expliquer son effet sur le contrôle biologique. Et donc la composition de la bande est vraiment importante de ce point de vue-là. On constate par ailleurs, quand on compare des mélanges qui sont plus ou moins diversifiés, que d'une part, le nombre d'espèces, c'est une garantie pour avoir des mélanges qui vont être stables sur le long terme et qui vont continuer à apporter des ressources sur le long terme. Et voilà, il y a un autre résultat que je n'ai pas présenté, c'est que finalement, c'est les mélanges à diversité fonctionnelle intermédiaire qui vont permettre de favoriser la régulation un petit peu de tous les ravageurs. Parce que quand il y a beaucoup de diversité fonctionnelle, et bien en fait, on a des mélanges qui ne vont pas forcément être intéressants pour tout le monde. Et finalement, d'un point de vue fonctionnel, c'est les mélanges qui ont la diversité fonctionnelle intermédiaire qui vont être les plus intéressants. Dans la plupart de nos résultats, on a regardé la régulation par parasitisme. On peut avoir aussi de la régulation par prédation. Les bandes peuvent favoriser, par exemple, tout ce qui est faune du sol, les carabes, les araignées, les staphylins. Mais la régulation que ces prédateurs apportent est plus difficile à mettre en évidence.
elle est plus difficile à objectiver, à quantifier, parce qu'en fait, on a souvent des corrélations entre une quantité de proie et une quantité de prédateurs, et c'est difficile de mettre en évidence un lien direct de cause à effet. Et donc, voilà, cette régulation, elle n'est pas toujours facile à montrer. Et puis, comme je l'ai rapidement abordé, même si les bandes favorisent par exemple le parasitisme des ravageurs, ça contribue à réduire le stock de ravageurs à moyen terme, hein, c'est-à-dire que l'année d'après, il y en aura moins à l'échelle du paysage ou d'un petit territoire, mais on ne voit pas toujours un effet immédiat direct sur les dégâts à la culture ou sur le rendement, parce que les effets voilà, sur la régulation, ils sont différés dans le temps et dans l'espace. Et donc, comme je l'ai un peu montré dans les résultats, hein, donc les bandes, c'est un petit levier pour favoriser la régulation des insectes, mais ce n'est un levier qu'à effet partiel. En lui seul, il ne se suffit pas. Il est évidemment évident qu'il faut le combiner avec d'autres leviers à l'échelle de la parcelle, comme les mélanges d'espèces, comme la diversification des rotations, comme beaucoup d'autres, qui vont aussi limiter les attaques d'insectes sur les cultures. Alors, dans nos travaux, voilà, on constate beaucoup que la composition en espèces et la diversité est très importante. Alors, dans les travaux de recherche, on peut se permettre d'utiliser des mélanges très diversifiés, mais finalement, sur le plan pratique, ce n'est pas évident, hein. Il y a un problème de disponibilité des semences il n'y a pas encore vraiment les filières de production de semences qui sont mises en place. Et finalement, dans les projets de recherche, on a eu un projet de recherche il y a quelques années qui s'appelait Muscari, où quand on essaye de proposer des mélanges qui soient utilisables par les agriculteurs, ça amène à faire des compromis parce que certaines espèces sont actuellement encore peu produites et finalement pas très accessibles pour les agriculteurs pour leur proposer des mélanges vraiment intéressants en termes de régulation des ravageurs. Et puis, les bandes fleuries, c'est un levier pour favoriser la gestion des ravageurs, mais finalement, c'est un intérêt parmi d'autres. On ne peut pas compter que là-dessus. Finalement, il y a plein d'autres intérêts à valoriser en termes, voilà, ces bandes fleuries contribuent à plein d'autres objectifs. Ça peut permettre de favoriser voilà, toute la faune en général, la biodiversité en général, les pollinisateurs, les oiseaux, les insectes, et puis aussi la qualité esthétique des milieux agricoles. Merci beaucoup Antoine. Donc, comme je le disais, on va continuer les trois interventions et l'ensemble des questions. Donc, Sixtine, si tu peux mettre ton diaporama. Et on va donc continuer les interventions. Et donc, évidemment, vous pouvez continuer à vous poser vos questions. Bon, il y a déjà un certain nombre de questions qui sont en place. Et donc, vous pouvez, n'hésitez pas à continuer. Donc, je laisse la parole à Sixtine. Bonjour, merci. Bonjour, donc je suis Sixtine Leral, je travaille à la Chambre d'agriculture de région Île-de-France au service environnement. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un peu comment en fait on passait de la théorie de la lutte biologique par conservation, donc ce que vous a présenté Antoine, à la pratique, et plus précisément à la pratique dans des parcelles de grandes cultures en Île-de-France. Donc, je me suis concentrée sur l'aménagement de type bande fleurie. Eh bien, pourquoi? Parce que déjà, on avait des résultats localement hein, avec l'INRA Grignon et puis ce que vous a présenté Antoine, avec des résultats intéressants, notamment en termes de régulation des pucerons sur céréales et puis sur l'augmentation du taux de parasitisme qui pouvait être provoqué à proximité des bandes fleuries. Donc ça, d'une part, et puis d'autre part, au niveau des agriculteurs franciliens, eh bien, ils sont confrontés de plus en plus à des évolutions réglementaires qui font que les substances et matières actives autorisées sont de plus en plus réduites. Il y a des phénomènes de résistance aux produits phytosanitaires, donc que ce soit des adventices, mais aussi des organismes nuisibles. Et puis, en Île-de-France, on est sur un territoire très urbanisé où l'image de l'agriculture est très importante. Comment j'ai fait pour un peu mettre en lien les résultats qu'on pouvait avoir au niveau de la recherche et puis les besoins qu'on peut avoir chez les agriculteurs? Et ben, ça passe déjà par de la communication, donc de la communication sur les résultats locaux que a pu présenter Antoine, et puis des tours de plaine, puisqu'il y a plusieurs bandes fleuries qui sont actuellement implantées dans le cadre du travail de l'INRA. Et donc, avec les tours de plaine, on va voir ces bandes fleuries avec les agriculteurs et ça permet de communiquer sur le sujet, d'en parler. Et on met en place aussi des formations donc, sur la thématique des auxiliaires de culture à destination des agriculteurs
où on va leur présenter eh bien, la biologie des auxiliaires et puis en fait quels aménagements et quelles pratiques on peut mettre en place sur les exploitations pour favoriser ces auxiliaires-là. Et en fait, c'est dans ce cadre-là, donc suite à une formation en 2019, que plusieurs agriculteurs du Val d'Oise ont souhaité mettre en place des bandes fleuries sur leur exploitation et on les a accompagnés dans cette démarche. Alors, leurs objectifs, eh bien, naturellement, c'était de favoriser la lutte biologique sur l'exploitation en grande culture. Donc, soit la favoriser d'une manière générale, optimiser la performance de lutte biologique de manière générale sur l'exploitation, soit pour lutter vraiment de manière très ciblée contre les pucerons en céréales et puis en protéagineux et contre les méligettes du colza. Après, ce qui était intéressant, c'était de voir que ce n'était pas le seul objectif et que finalement, il y a d'autres objectifs qui étaient aussi importants, comme par exemple favoriser une ressource pour les abeilles du printemps à l'automne. Et puis, en fait, favoriser plus globalement la biodiversité et la petite faune sauvage sur les exploitations. Et enfin, j'en ai un peu parlé déjà, mais valoriser une image positive de l'agriculture. Et en fait, ces leviers, c'est aussi des leviers qui vont nous permettre de diffuser, de favoriser la mise en place d'infrastructures agroécologiques sur les exploitations agricoles, en plus de simplement vouloir favoriser la lutte biologique. Une fois que ces objectifs ont été définis, eh ben, on s'est posé la question de où on les place, ces bandes fleuries sur l'exploitation. Donc là, je vous ai pris un exemple d'une exploitation en grande culture. Donc, on a un parcellaire rassemblé. Donc là, ce sont les parcelles. L'agriculteur a déjà mis en place, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais il a déjà mis en place des haies, donc, que j'ai représentées en vert. Et il a souhaité mettre en place les bandes fleuries de manière intercalaire. Donc là, je les ai représentées en rose pour diviser en fait son parcellaire et faire en sorte que les largeurs de parcelles soient inférieures à 200 mètres et favoriser en fait le déplacement des auxiliaires de culture sur l'ensemble de la parcelle. Une fois qu'on a arbitré un peu les emplacements des bandes fleuries, eh ben, on s'est posé la question de quelles espèces. Donc ça, Antoine, il vous en a beaucoup parlé. Effectivement, il faut des espèces qui soient attractives pour les différents groupes et espèces d'auxiliaires de culture qu'on souhaite favoriser, donc qui produisent du nectar et du pollen facilement accessibles pour ces espèces d'insectes. Donc, par exemple, l'achillée de millefeuille, une astéracée qui va être facilement accessible. Et on avait en fait à disposition comme exemple les mélanges qui avaient été semés dans le cadre des expérimentations de l'INRA. Seulement, on n'a pas pu reprendre tel quel ces mélanges-là parce que déjà, on était confronté au coût en fait, de ces mélanges-là et à leur disponibilité dans le commerce. Et on ne pouvait pas appliquer tel quel sur le terrain de tels mélanges. Alors nous, on a fait le choix de mettre aussi dans ces mélanges des légumineuses qui, certes, ont des fleurs plus profondes et vont être visitées par un nombre d'insectes un peu moindre que d'autres types d'espèces plus accessibles, mais qui présentent l'intérêt d'être facilement disponibles chez les fournisseurs habituels des agriculteurs, d'être un peu moins onéreuses et puis de favoriser quand même pour certaines espèces du pollen et du nectar. Et certaines légumineuses, en plus, attirent des pucerons spécifiques et donc vont permettre d'attirer les proies de certaines larves d'auxiliaires de culture. Ensuite, s'est posé la question de la réglementation, de comment on allait déclarer ces bandes fleuries sur les exploitations. C'est quand même des aménagements qu'on ne voit pas sur toutes les exploitations agricoles qui sont innovants. Et les agriculteurs voulaient mettre ça en jachère de type surface d'intérêt écologique. Et en fait, dans la réglementation, la liste autorisée dans les jachères, elle est quand même assez restreinte. Ça correspond essentiellement à des légumineuses et des graminées. Et donc, pour autoriser un nombre vraiment plus large d'espèces et puis favoriser le fait qu'on puisse mettre des espèces intéressantes pour toute une gamme d'insectes, eh bien, on a mis en place des contrats jachères fleuries qui ont été validés par la DDT du Val d'Oise et qui fait qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont en règle et peuvent déclarer ce type d'aménagement en jachère. En termes de résultats, ces aménagements-là, ils ont été implantés il y a à peine un an, donc je n'ai pas de résultats statistiques à vous présenter. Et puis, de toute façon, Antoine l'a très bien fait en première partie, donc je vais vous présenter un peu plus les observations qu'on a sur le terrain.
Donc déjà, en termes d'implantation et en termes floristiques, eh bien, les implantations ont été bonnes. Parfois, c'est difficile, puisque là, c'est des implantations d'automne, et quand on a des conditions très sèches, ça peut être assez compliqué. Mais là, finalement, les mélanges se sont bien implantés. On a eu une floraison diversifiée et vraiment importante du mois d'avril au mois d'août. Et puis, des floraisons qui continuent même aujourd'hui, hein, mais du coup, en moindre quantité. On s'est rendu compte qu'un des points vraiment importants, c'était l'historique de la parcelle. Donc là, je vous ai mis 2 exemples. Un exemple ici, où on a implanté la bande fleurie en rupture de 2 parcelles. Un historique de parcelles assez sale avec une grosse pression de raies-gras, d'adventice. Et puis, à un autre endroit, l'implantation d'une bande fleurie en milieu de parcelles, avec un historique assez propre et une faible pression d'adventice. Et là, si vous voyez un peu à l'écran, eh bien, sur la bande fleurie qui a été implantée sur un sol où il y avait déjà une banque de graines importante en raies-gras, eh bien, on a plus de 50% de recouvrement de raies-gras la première année, tandis que dans l'autre cas, le raies-gras représente moins de 5% du couvert. Donc, sur cette bande fleurie, eh bien, on va devoir gérer le raies-gras par des broyages successifs pour favoriser l'expression du mélange les années suivantes. Après, en termes d'auxiliaires, eh ben, ils étaient là, on les a vus à différents stades, et puis à la fois dans les bandes fleuries et dans les cultures. Donc là, par exemple, des œufs de coccinelle sur betterave, une larve de cirfe dans du blé, et puis des adultes avec des araignées prédatrices, une coccinelle, par exemple, un cirfe sur une fleur de coquelicot, ou encore un chrysope sur une fleur de facélie. Donc ils étaient là, ça, on les a vus, les agriculteurs l'ont vu, il n'y a pas de problème. Par contre, entre passer du constat au fait que oui, il y a plein d'auxiliaires dans la bande et dans le champ, à est-ce que je traite ou pas, c'est vraiment là où c'était plus compliqué d'arbitrer. Et puis, s'il y avait la décision de traiter, finalement, où est-ce qu'on traite? Parce que si on traite jusqu'au bord de la bande fleurie, on risque de détruire aussi les auxiliaires de culture, et ce n'est pas forcément le but. En fait, il n'y a pas de recette toute faite. Et puis, la décision va vraiment dépendre de l'exploitation, du contexte et de ce qui se passe à l'échelle de la parcelle. Je vous ai mis, pour conclure, un peu les ressentis en fait, des agriculteurs par rapport à ce type d'aménagement. Donc déjà, quelque chose, l'esthétique, l'aspect esthétique, c'est vraiment important, avec des agriculteurs qui vont dire que c'est joli, ça fleurit et que ça améliore le paysage. Et puis beaucoup de riverains, de promeneurs en fait, qui se promènent à proximité des parcelles, qui s'arrêtent vraiment regarder les bandes fleuries. Donc c'est une bonne manière d'ouvrir le dialogue aussi. Des déceptions, parfois, dès la première année, c'est compliqué. On ne voit pas forcément de résultats de régulation sur la parcelle, surtout en 2020, où il y a eu une grosse pression de pucerons dans les betteraves et de méligettes dans le colza. Mais la biodiversité, elle est là, les auxiliaires, ils sont là, et là, le constat, il est clair, ça vole, ça bourdonne, ça refleurit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est apprécié sur le terrain. Et puis forcément, les bandes fleuries, elles sont favorables à la biodiversité, mais aussi à celle qu'on n'attend pas forcément. Et par exemple, les agriculteurs voient parfois des sangliers qui se réfugient dans ces bandes-là. En termes de perspective, pour asseoir un peu ce type de dispositif sur les exploitations, je l'ai un petit peu dit, mais on aurait besoin de piloter mieux en fait, la régulation, d'avoir des outils pour prévoir un peu, aujourd'hui, j'ai un ratio auxiliaire ravageur de temps sur ma culture, est-ce que je peux espérer que dans les jours d'après, la régulation va se faire et que je n'aurai pas besoin de traiter? Et puis aussi des outils pour déterminer en fait, les autres types d'aménagements ou de pratiques qu'il faudrait mettre en place encore sur l'exploitation pour assurer une lutte biologique vraiment fonctionnelle à l'échelle du paysage finalement. Donc, il faut savoir que c'est des outils en cours de déploiement qui ont déjà, sur lesquels travaillent plusieurs équipes de recherche. Et par exemple, là, dans le programme ARENA, dont on a eu les résultats il n'y a pas longtemps, on a pu voir que de tels outils étaient en cours de développement. Et avant de terminer, je voulais juste vous parler du groupe défi des cercles des horticulteurs et des pépiniéristes d'Île-de-France,
qui travaillent aussi sur la lutte biologique et depuis plusieurs années, qui ont des résultats vraiment intéressants, qui mettent en place différents types d'aménagements sur leurs exploitations. Et voilà, je vous invite directement à aller voir la page défi consacrée sur le site internet ou le témoignage d'une horticultrice qui est très complet et qui vous présentera un peu toutes les démarches qui sont mises en place. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sixtine, pour cette intervention qui permet de bien montrer le lien entre recherche et développement et évolution des pratiques des agriculteurs. Et maintenant, merci Sixtine, d'enlever ton partage. Voilà, et donc on va laisser maintenant la parole à Anne Pollier. Mets ton diaporama en mode présentation. Bon. Voilà, et donc, eh bien, Anna, tu as la parole. Merci. Donc moi, je vais vous parler de la lutte biologique, mais plutôt au niveau des pratiques pédagogiques dans les lycées agricoles. Donc, je suis enseignante en agronomie, comme tu as dit au début. Donc, j'étais à Chartres avant. Aujourd'hui, je suis dans l'Eure, au Neubourg. Et le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation travaille sur différents plans. Et donc, un des plans, c'est le plan Enseigner à produire autrement, qui veut aller sur des transitions vers l'agroécologie. Et donc, il y a différents axes qui sont intéressants. Donc, pour aller vite, je ne vais pas les développer, mais les axes pour moi qui sont intéressants en tant que prof d'agronomie, ça va être encourager la parole et l'initiative des apprenants sur les questions de transition et surtout sur l'agroécologie, et amplifier les mobilisations des exploitations agricoles. Donc, dans chaque lycée agricole public en France, on a une exploitation agricole. Et donc, le but, ça va être de travailler sur ces exploitations agricoles et les utiliser comme support à l'apprentissage. Les exploitations agricoles aussi sont souvent utilisées comme démonstration et sites d'expérimentation. Donc, c'est intéressant au niveau agroécologie. Concernant un peu ma philosophie de l'enseignement en agronomie, donc auprès des apprenants, comme a dit Sixtine, en fait, ces derniers temps, on est sur du changement un peu obligatoire parce qu'on a des résistances adventices et ravageurs. On a des molécules au niveau réglementaire qui vont disparaître, des molécules chimiques. On a les ZNT. On a aussi une diminution des aides dans certains secteurs. Et donc, le but, ça va être de dire aux élèves que dans les années qui viennent, il va falloir changer un peu nos pratiques agricoles et nos systèmes de culture. Aussi, je leur explique qu'il n'y a pas vraiment de solution toute faite. Avant, l'enseignement était assez un problème, une solution, donc souvent chimique. Aujourd'hui, il y a un problème, des solutions qui vont dépendre de l'agriculteur, qui vont dépendre du climat, du sol. Et je leur explique également je leur montre également que les agroécosystèmes sont des systèmes assez complexes, même très complexes. On peut travailler à différentes échelles, il y a beaucoup d'interactions. On a des infrastructures écologiques, on a aussi le choix décisionnel de l'agriculteur qui rentre en jeu. Donc cette complexité est importante à prendre en compte. Et pour finir, pour moi, un peu dans ma philosophie de l'enseignement en agronomie, c'est vraiment partir du terrain, utiliser le terrain, donc l'utilisation des exploitations de lycée pour se poser des questions et trouver des réponses, mais souvent on trouve d'autres questions. Là, je vous ai mis quelques exemples de pratiques pédagogiques. Donc, je vous en ai mis 4. Donc, moi, je pars avec les élèves pour traiter de la lutte biologique par conservation sous forme de questions. Donc, c'est des mini-études. En général, on ne les refait pas d'une année sur l'autre, on les refait dans d'autres parcelles. Donc, il n'y a pas vraiment un suivi statistique. C'est vraiment une étude sur une parcelle, une année. Qu'on peut reconduire dans certains cas, mais pas tout le temps. Donc là, c'est avec des bacs techno, STAV, donc c'est des premières, en en agronomie biologie. Donc on travaille sur l'intérêt des infrastructures agroécologiques dans la lutte biologique par conservation. Donc dans un premier temps, on va réfléchir avec les élèves sur la mise en place de pièges barbeurs dans une exploitation, dans une parcelle d'agroforesterie qui est conduite en agriculture biologique. Donc ça, c'est au Neubourg. Donc le Neubourg, c'est une exploitation qui est dans la ville. Donc là, on est vraiment dans l'urbain et on a de l'agroforesterie en AB. Donc c'est très intéressant.
Et on choisit 3 lieux. Donc, je leur demande de choisir différents milieux. Donc là, cette année, ils ont choisi 3 milieux. Le bordure de parcelle, donc là qui est en orange, les bandes enherbées au pied des arbres, donc ici en bleu, et la parcelle, donc dans le sol nu, ils ont mis 2 pièges barbeurs également. Ensuite, on laisse les pièges barbeurs une semaine et on va en salle, on identifie, on compte, et le but, ça va être d'interpréter les résultats, donc abondance et diversité des arthropodes, en fonction des milieux. Dans un deuxième temps, on leur demande, avec le prof de biologie, donc de travailler sur les réseaux trophiques, et donc ils font des recherches par rapport aux arthropodes trouvés sur leur régime alimentaire, et à la fin, ils essaient de monter comme ça. Donc là, c'est une élève de cette année de première stage qui a fait un réseau trophique. Donc bien sûr, il manque beaucoup de choses, mais ça leur permet de voir un peu la complexité à chaque fois des éléments qu'on a trouvés et à quoi ils sont reliés. Donc, pour les premières staves, ça permet pour les élèves d'avoir différentes notions, donc les infrastructures agroécologiques, les auxiliaires, les ravageurs, mais aussi réseau trophique, et travailler sur l'abondance et la diversité, qui n'est pas toujours facile. Comprendre qu'il y a des grandes interactions entre la végétation, les arthropodes, mais aussi les arthropodes entre eux. Avoir quelques connaissances en entomologie et bien sûr préparer les épreuves terminales. Donc là, on est sur des modules qui s'appellent S1, S3, S4. Une autre étude ici sur l'intérêt des espèces végétales pour les auxiliaires des cultures. On est sur des terminales stables. Et dans un premier temps, j'avais décidé de faire un cours pour expliquer les différents auxiliaires de culture, donc en salle. Ils avaient déjà eu l'année d'avant fait des piégeages, donc ils avaient une idée un peu des auxiliaires, des ravageurs. Là, on est à regarder un peu tous les auxiliaires des cultures en grande culture, en cours, et aussi je voulais traiter de l'importance de la végétation dans les agroécosystèmes pour ces auxiliaires. Donc on a fait un cours, vu ensemble à quoi ça servait, donc abri, ressources florales, donc tout ce qu'a expliqué Antoine au début. On a réfléchi sur la mise en place d'un protocole expérimental, donc assez compliqué, pour répondre à cette question-là sur le terrain. Donc, dans le protocole, on a décidé de mettre en place, de faire des quadras en bordure de parcelles, donc diversité et recouvrement, ce qui est quelque chose de compliqué pour eux. On a noté aussi la végétation autour de la parcelle, donc le paysage qui était environnant. On a piégé des arthropodes de différentes manières. On a fait des observations, des comptages, et ensuite on a identifié. Et on a interprété les résultats, donc c'est quelque chose d'assez compliqué à interpréter pour des terminales. C'était relier les arthropodes à la végétation qu'il y avait autour. Et pour aller plus loin, j'aurais demandé aussi donc on a regardé les espèces végétales qui étaient le plus souvent dans les bandes enherbées, et on a essayé de faire, donc par groupe, ils ont fait une liste de 10 espèces à semer, parce que le but, c'était de semer une bande fleurie. Et donc, je leur avais dit qu'il fallait plusieurs familles botaniques, qu'il fallait des plantes qui permettent de faire des abris, qui soient couvrants, des dates de floraison étalées. Et donc, ils ont fait une liste de 10 espèces qu'ils ont montrées au DEA afin de, par la suite, semer une bande fleurie. Donc, pour les notions, ça a permis de revoir espèces, auxiliaires de culture et ravageurs. Ils ont pu travailler sur le recouvrement, l'abondance et la diversité. Ils ont appris les termes de plantes mellifères et la phénologie. Ils ont travaillé sur les interactions entre végétation et arthropodes, et sur les connaissances, surtout en entomologie et botanique, qu'ils n'ont pas spécialement en bac techno. Une autre étude, donc là, c'est pour un CCF. Donc un CCF, c'est du contrôle continu en cours de formation, pardon. C'est pour des BTS, donc un niveau post-bac. Donc on a travaillé sur les liens entre toutes les composantes d'un agroécosystème et les arthropodes des cultures. Donc le but, c'était vraiment faire un diagnostic. Donc là, en bas, vous avez une zone en rouge. Donc ils font un diagnostic dans cette zone. Ils doivent faire un diagnostic pédologique, climatique, le paysage environnant, travailler sur tout ce qui est bioagresseur, mais aussi auxiliaire de la parcelle, et tout ça avec des documents à la base. Donc, ils ont des documents, des analyses de terre, des cartes, des clés de détermination. Ils ont un petit cours sur l'écologie du paysage, donc tout ce qui est corridor matrice.
Ils ont un guide que j'ai fait sur le test belge, par exemple, et ils doivent réaliser un protocole. Donc, je valide le protocole avec eux, donc ils passent à l'oral. Et ensuite, ils vont sur le terrain pendant une journée entière. Ils travaillent, ils récupèrent des données et ils passent à un oral. Ils doivent faire un état des lieux. Ils doivent être capables de faire le lien entre les données qu'ils ont trouvées faune-flore et le paysage environnant, mais aussi les précipitations ou le type de sol, et trouver des améliorations à faire au niveau du paysage. Donc ça, c'est vraiment un CCF, ils sont notés là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas spécialement en BTS Axe, donc c'est surtout pour être futurs agriculteurs, ils n'ont pas de notion d'écologie du paysage. Ils ont jusqu'à là beaucoup travaillé à l'échelle parcellaire et pas du tout à l'échelle d'un agrosystème, même si c'est un agrosystème réduit. Et ça permet de voir vraiment les interactions qu'il peut avoir entre la végétation autour et les arthropodes et acquérir différentes connaissances. Donc, en tant que futur agriculteur, c'est intéressant d'avoir quand même des connaissances en entomologie, en botanique et travailler sur l'amélioration. Un agrosystème, ça peut évoluer. Et pour finir, là, cette année, donc, sur la parcelle d'agroforesterie là, du Neubourg, on a travaillé sur la végétation dans les agrosystèmes. Donc là, c'est avec des bacs pro CGEA. Donc les bacs pro CGEA, pour la moitié de nos classes, c'est des fils ou filles d'agriculteurs donc, qui veulent par la suite reprendre des exploitations agricoles. Et le but, c'est de leur faire découvrir un peu que la végétation peut servir peut avoir un intérêt pour diminuer les intrants dans leur système. Et donc, je leur demande d'aller sur la parcelle, de réaliser un plan de la végétation. Donc là, c'est un plan d'élèves qui montre qu'il y a différentes zones de végétation, donc des bordures, des bandes enherbées, des arbres, mais aussi les cultures alentours, les adventices. Et ensuite, je leur demande de réfléchir par deux sur l'importance de cette végétation pour un agriculteur, mais au niveau avantages et inconvénients. Donc là, c'est des élèves qui ont trouvé des avantages et des inconvénients. En général, ils partent sur les inconvénients et puis après, ils trouvent petit à petit des avantages. Donc c'est intéressant de voir comment ils découvrent que la végétation peut avantager et diminuer aussi les intrants dans leur système. Et à la suite de ça, on a tendance à faire un débat. En général, on fait un débat d'idées en demi-groupe. Donc, on prend la classe, on la coupe en deux et puis on fait des débats et on essaye de les faire réfléchir là-dessus parce qu'ils ont une épreuve. Donc là, je vous l'ai mis, l'épreuve E5 en fin d'année où ils doivent être capables vraiment de faire des liens, trouver des avantages, des inconvénients, mais faire des liens entre les ITK et les ressources, donc l'eau, l'air, la biodiversité. Donc, c'est très intéressant de récupérer des notions au niveau végétation, donc corridor, bandes enherbées, bordures, se rendre compte de l'importance de la végétation, trouver aussi des inconvénients, parce qu'avoir un système en agroforesterie, ce n'est pas qu'avantageux, et surtout voir qu'on peut encore améliorer ce système. Donc, ce système, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas assez de plantes mellifères et pas assez de haies, donc ils aimeraient en rajouter. Donc on est en train de voir avec la DEA qu'est-ce qu'on pourra faire dans les années qui viennent. Pour le petit bilan sur les pratiques pédagogiques, donc en agronomie, on a toujours la possibilité de travailler avec toutes les classes sur ce sujet. Enfin, moi, toutes les années, je travaille avec toutes mes classes sur un peu d'infrastructures agroécologiques et de lutte biologique par conservation, même si on ne les appelle pas comme ça. Il y a différentes manières de faire selon les classes, donc selon les niveaux, les référentiels, mais aussi les épreuves, différentes formes. J'essaye au maximum de travailler en groupe, donc pour qu'ils aient des idées un peu nouvelles, qui soient plus, qui travaillent avec des fils d'agriculteurs, avec des gens qui ne connaissent pas l'agriculture, donc c'est très intéressant. Et il y a surtout un niveau d'accompagnement qui est différent et de complexité qui est différent selon les classes. Donc, bien sûr, avec des BTS, je vais essayer de les laisser travailler en autonomie et ça va être quelque chose à l'échelle de l'agroécosystème. Au niveau des bacs pro et des bacs techno, ça va être plus à l'échelle parcellaire et vraiment les accompagner tout au long du processus. Voilà, merci de votre écoute.
Merci beaucoup, Anna. Donc, évidemment, beaucoup de questions. Je pense que je vais travailler plutôt par série de questions. Donc, et merci déjà à Antoine et Sixtine d'avoir déjà commencé à répondre pour un certain nombre de questions. Alors, il y a une série de questions autour des caractéristiques des bandes enherbées. Vous avez en partie répondu sur les largeurs, hein, de 3 à 6 mètres de bandes enherbées. Mais du coup, est-ce qu'il faut systématiquement avoir des bandes enherbées tous les 20 mètres, par exemple, ou est-ce que, en tout cas, quelle est l'efficacité des bandes enherbées à partir du moment où c'est juste autour? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'efficacité diminue? Alors, gardez votre micro ouvert, Antoine et Sixtine, de manière à répondre vite. Il est effectivement très fort sur les premiers mètres. Et c'est vrai qu'entre 20 et 50 mètres, alors là, je ne parle pas de mes travaux, mais de la littérature scientifique en général, on sait qu'on peut voir des effets jusqu'à 20-50 mètres, mais les effets sont quand même beaucoup plus faibles. Et après, au-delà de 50 mètres ou 80 mètres, les effets sont très négligeables. Ce qui veut dire que si on veut vraiment que les bandes soient efficaces pour la gestion des insectes dans les cultures, il faudrait peut-être en mettre tous les 100 mètres, enfin les répéter régulièrement. Et donc, finalement, ce qui compte le plus pour moi, c'est plutôt la longueur d'interface entre les bandes et la culture, plutôt que la largeur. Finalement, plutôt que d'avoir quelques bandes très larges, il vaut mieux en avoir plein, étroites, de mon point de vue, si on veut favoriser une dispersion, si on veut maximiser la dispersion des insectes dans la culture. Après, et du coup, est-ce qu'il y a, en termes d'indicateurs, est-ce qu'il y a maintenant des données fiables sur à la fois le taux, le pourcentage de surface de bandes enherbées, de bandes fleuries par rapport à la culture? Est-ce qu'il y a des connaissances en fonction des cultures, des caractéristiques entre bandes enherbées, bandes fleuries, culture? Est-ce qu'on a des données maintenant ou est-ce que c'est toujours en expérimentation? Je n'ai pas connaissance de ça. J'ai juste en tête une expérimentation qui était de Pywell, c'était en Grande-Bretagne, où il montrait juste que 8%, enfin que de passer de 5 à 8% d'infrastructures agroécologiques, hein, c'était au sens large, bande enherbée, bande fleurie, il y avait peut-être aussi les haies, que voilà, de passer de 5 à 8%, ça avait vraiment un effet bénéfique. C'est le seul chiffre que j'ai, mais en termes de surface, je n'ai pas en tête de référence là-dessus. Je ne sais pas si Sixtine, tu as des… Alors après, il y a les inquiétudes, les interrogations sur l'efficacité et surtout la concurrence par rapport aux cultures, des questions autour du risque que les espèces semées deviennent des adventices, ou alors sur le fait que les cultures, enfin les espèces qui restent l'hiver, du coup, sont des sources d'alimentation pour les ravageurs. Alors oui, il faut faire attention à ce que on fait attention à ne pas semer certaines espèces qui pourraient être difficiles à gérer dans la parcelle. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais ça peut ponctuellement arriver. Mais en général, les adventices, la plupart, c'est des espèces annuelles qui ont un cycle rapide. Et donc, on va les trouver elles vont être présentes dans la bande uniquement la première année, quand on sème la bande fleurie. On peut trouver plein de coquelicots, des vulpins, des raigrats, des laitrons, des plantes comme ça. Mais très vite, ça devient un habitat pérenne et c'est des plantes vivaces qu'on a dans cette bande. Et ces plantes-là ne sont pas du tout aptes à disperser et à se ressemer dans la culture et à se multiplier pour être problématiques en tant qu'adventices. Les adventices, elles ont des cycles rapides, c'est des annuels, ce n'est pas du tout les mêmes que ce qu'on va voir dans un habitat pérenne de bord du champ. Donc, de manière générale, c'est vraiment des groupes d'espèces complètement différents. Et vis-à-vis des ravageurs, en fait, on n'observe pas qu'il y a plus de ravageurs à proximité des bandes. À chaque fois qu'on cherche à quantifier les auxiliaires, les ravageurs, la régulation, au pire, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'effet. Bon, après, oui, il faut bien vérifier que les bandes ne favorisent pas les ravageurs, mais en fait, on n'a jamais vu ça. J'ai envie de dire, au pire, il n'y a pas d'effet des bandes. Bon, on continue à explorer ça, hein, mais c'est pas… À mon avis, il y a beaucoup moins de risques. Enfin, il y a très peu de risques que ça favorise les ravageurs. Alors ensuite, il y a quelques questions autour du lien entre le pouvoir mellifère et du coup avec impact positif ou impact négatif des bandes fleuries sur à la fois la production de miel, mais aussi sur peut-être le risque si on a des ruches, de gêner les autres auxiliaires. Alors, les abeilles domestiques ne visitent pas forcément les mêmes fleurs que tous les autres auxiliaires. Les abeilles domestiques vont souvent se focaliser sur les plantes qui ont des corolles profondes, des corolles étroites et profondes, par exemple les légumineuses, hein, si on veut simplifier.
Et donc, s'il n'y a que des plantes comme ça, effectivement, il pourrait y avoir une concurrence. S'il n'y a pas assez de diversité de plantes, effectivement, les abeilles pourraient être en concurrence avec d'autres insectes. Mais s'il y a une diversité de plantes, finalement, on va offrir une diversité de niches écologiques qui fait que chaque insecte va aller sur le type de fleurs qu'il préfère visiter. Et donc, si on a une diversité de plantes, potentiellement, c'était montré aussi dans la littérature scientifique, il y a des travaux qui montrent que quand on a une diversité de plantes, c'est pas, potentiellement, ça peut faire qu'il y a un meilleur partage des insectes sur la diversité des espèces. Donc, on peut s'attendre à ce que la diversité des plantes limite la compétition entre insectes. Et Alors après, après, oui, non, vas-y. Ah non, mais c'était juste pour dire, je sais pas, j'ai peut-être pas toutes les questions, mais en général, on sait assez bien prédire l'effet que vont avoir différentes espèces vis-à-vis des insectes. On sait quelles plantes sécrètent du nectar, quelles plantes font du pollen, quelle plante est accessible à quel insecte. Donc, plante par plante, voilà, c'est assez facile de savoir à quel insecte ça va s'adresser. Après, il y a des questions sur les aspects économiques. En particulier sur le fait que est-ce qu'il y a pas concurrence entre bandes fleuries et puis habitat semi-naturel et puis productivité des parcelles. Est-ce que vous avez eu des résultats là-dessus? Et puis en termes de soutien au développement de bandes fleuries, soutien économique, Sixtine peut-être? Oui, c'est sûr que c'est un des freins à l'implantation d'aménagement agroécologique à la place d'une culture. Prenons l'exemple en grande culture, sur des parcelles où il y a des rendements de blé parfois très élevés. Et ben, c'est vrai que l'agriculteur, avant d'enlever une bande fleurie de 5 mètres de large, ou de mettre parfois, s'il en met plusieurs des bandes fleuries, ça peut vite représenter 1 hectare. C'est clair que c'est 1 hectare où il ne va pas récolter le blé pendant les années suivantes. Donc, il ne va pas récolter le blé. Et en plus, l'investissement au départ, il est vraiment élevé. Enfin, aujourd'hui, les espèces qu'on trouve sur le marché, c'est un investissement. Donc, c'est vrai que pour accompagner et développer le type de mesures, c'est intéressant d'avoir des incitations financières, déjà une compensation financière pour l'investissement de départ, ne serait-ce que pour les semences. Et puis, finalement, pour les premières années, une compensation du manque à gagner, du fait que la surface cultivée, elle est maintenant occupée, par exemple, par des fleurs qui ne sont pas forcément valorisées. Donc ça, nous, en Île-de-France, il y a des mesures agro-environnementales qui permettent, dans certains cas, de compenser le manque à gagner. Et puis, on en attend beaucoup aussi des paiements pour services environnementaux, dont on entend de plus en plus parler et qui pourraient permettre de favoriser ce type d'aménagement. Merci. Peut-être pour Anna, il y a plusieurs questions autour de la façon dont les représentations des élèves évoluent avec est-ce qu'il y a beaucoup d'allergies aux bandes fleuries ou autres de la part des étudiants et comment quel est le retour au niveau des exploitations, comment évoluent les exploitations des lycées agricoles par rapport à cela, et en particulier celles où tu es passé? Par rapport aux étudiants, donc ça évolue quand même très fortement donc, ces dernières années où ils s'intéressent quand même à tout ce qui est végétation, à prendre en compte surtout, ils parlent beaucoup des bordures. Donc, nous, on n'est pas sur des bandes fleuries. L'agroforesterie, donc nous, c'est vraiment quelque chose d'innovant sur le site du Neubourg parce qu'autour, c'est vraiment de la plaine. Donc, on est en pleine grande culture avec beaucoup de vent, donc pas du tout de haies, pas du tout d'arbres. Et de plus en plus, en fait, ils commencent à s'intéresser parce qu'aussi, ce que disait Sixtine, sur l'esthétique. Donc, la plupart des parents agriculteurs commencent à mettre un peu de bordure ou de haies, plutôt sur un niveau pour limiter l'érosion, donc qui est éolienne qui est très importante, mais aussi vraiment sur un aspect esthétique. Et de plus en plus, ils sont intéressés. Donc, il y avait la question sur l'hostilité. Donc, les élèves jouent le jeu. Vraiment, ils jouent tous le jeu. Après, bien sûr, sur l'agroforesterie, donc il y a toujours, oui, c'est un temps de travail supplémentaire. Donc, ça commence vraiment sur les inconvénients comme ça. Et au fur et à mesure, le fait qu'on en parle tous ensemble, ça ouvre vraiment une autre vision. Et j'ai pas eu d'élèves qui ne font pas le travail ou qui se plaignent en fait. Vraiment, tout le monde joue le jeu parce qu'on parle vraiment des interactions et là on parle plus de techniques agronomiques et ils sont de plus en plus intéressés par
tout ce qui est levier agronomique et réflexion agronomique. Donc, vraiment, les CGEA, par exemple, les bacs pro, on peut aller plus loin avec eux là-dessus. Et les exploitations agricoles, donc la deuxième question sur les exploitations agricoles. Donc, il y a tout un volet innovation et essaimage des pratiques au niveau des plaines. Donc là, le but, c'est d'avoir de plus en plus de parcelles soit menées en bas niveau d'intrants, soit dans les exploitations agricoles, de lycée agricole, soit en bio. Donc, on est censé passer à au moins un atelier bio sur les exploitations dans un but justement de montrer ce qui peut être fait dans le coin, quoi, sur les mêmes terres. Qu'est-ce qu'on peut faire sur un même type de sol que les voisins en étant un peu plus innovant et surtout sans perdre d'argent, en étant rentable. Donc, on travaille vraiment sur l'économie avec les élèves aussi, sur la rentabilité de l'exploitation. Je vais donner deux petites dernières questions. Une première sur est-ce que vous avez des données sur l'évolution de l'équilibre écologique quel est le pas de temps pour qu'il y ait un nouvel équilibre écologique au sein de l'écosystème parcelle et environnement? Est-ce que vous avez des données là-dessus ou c'est encore trop tôt? Les insectes, ils reviennent très vite. Donc, dès qu'il y a des fleurs, on peut voir un effet tout de suite. Pour les insectes volants, ils peuvent coloniser très vite une bande. Pour les volants. Pour les insectes marcheurs, dans notre cas, on avait fait une expérimentation à Grignon où à la fois on avait implanté plein de bandes fleuries dans une parcelle et en même temps changé les techniques dans la parcelle, arrêt progressif du travail du sol pour passer en semi-direct, plus d'insecticides. Et là, pendant 5 ans, on a eu une augmentation continue des prédateurs marcheurs, je pense en particulier aux carabes, mais au bout de 5 ans, ce n'était pas stabilisé. Donc, parce que ces insectes marcheurs, ils ont des dynamiques plus lentes. Et ça, c'est à l'échelle de la parcelle. Et là où on n'a aucun recul, c'est qu'en est-il à l'échelle d'un territoire? C'est-à-dire que s'il y avait plusieurs bandes qui étaient implantées, combien de temps il faudrait pour retrouver une régulation correcte de certains ravageurs à l'échelle d'un territoire? Ça, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qui reste à faire, en fait, à mon avis. Alors, une dernière petite question pour ouvrir sur le monde. Est-ce qu'il y a des données aussi, des travaux dans les pays plutôt soit tropicaux, soit l'inverse très sec, type pays sahélien? Pays tropicaux, je sais pas, j'avais lu ce qui avait été fait dans le cadre du projet Gamour à La Réunion, et il me semble qu'il y avait des bandes fleuries qui étaient utilisées et ça fonctionnait. Et oui, il y a de la littérature scientifique, au moins sur pays tropicaux. Et en zone sahélienne, j'ai aucune idée, mais parce que je ne suis pas allé chercher. Ok, donc pour celui qui a posé la question, merci d'aller chercher. On n'a pas toutes les réponses. En tout cas, on ne peut pas répondre à toutes les questions aujourd'hui, mais merci pour ceux qui ont répondu. On a une règle, c'est de terminer à l'heure pour respecter les personnes qui ont pris leur heure pour venir nous écouter. Donc, je voulais vous remercier à nouveau tous les trois pour vos présentations. Comme vous l'avez compris, c'est un sujet qui est en pleine expérimentation. Et donc, l'importance, c'est le rôle de ces webinaires aussi, c'est de faire en sorte que les résultats de recherche, même partiels, même en devenir, puissent diffuser à la fois dans le développement et la formation. Et j'espère on reviendra dans quelques temps pour reparler de la suite de l'usage des habitats semi-naturels dans les cultures. Voilà, donc je vous remercie et à la semaine prochaine où on parlera d'agriculture numérique en arboriculture. À bientôt, au revoir.